et bienvenue à notre Oui, webinaire de ce mois de septembre 2025. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous ce soir. Je commencerai par faire une petite présentation de notre Académie de sciences pour jeunes de la République démocratique du Congo. Je vais partager rapidement mon écran. On a de petits soucis techniques. Hum, Est-ce que vous pouvez voir mon écran? On voit votre écran, vous pouvez parler. Vous voyez mon écran? Non, ça a disparu. avant, oui, mais pas maintenant.
Est-ce que c'est à moi de présentation maintenant? Ce n'est pas en mode présentation, mais je pense que c'est pas grave, hein. Je vais avancer. Ok, ça va. Oui, la présentation est maintenant visible. L'Académie des sciences pour jeunes, donc en République démocratique du Congo, euh, a pour mission de promouvoir la science parmi les jeunes, mais aussi de contribuer donc au développement scientifique en République démocratique du Congo. Euh, Parmi les missions donc de la promotion des sciences, elle cherche à développer donc à promouvoir les jeunes scientifiques congolais, mais aussi à vulgariser donc la science dans le milieu des jeunes écoliers et élèves afin de les amener donc à choisir des carrières dans le domaine des STEM. L'Académie fait un appel donc à candidature chaque année où elle sélectionne les scientifiques congolais. Donc, elle fait une sélection rigoureuse parmi les scientifiques congolais qui adhèrent en tant que membres euh, à part entière donc, de l'Académie. Elle est dirigée par un comité exécutif euh, pour une période de 4 ans, dont le comité actuel donc, a été installé l'année passée et il sera là donc jusqu'en 2028. Euh, dans, donc, en ce qui concerne la promotion donc, de la science dans les écoles, les membres de l'Académie vulgarisent donc le métier donc, de la science, le métier des technologies, de l'ingénierie, des mathématiques, tout ça dans les écoles pour encourager les jeunes élèves à joindre à choisir donc le STEM comme carrière pour leur vie donc quand ils vont terminer donc leurs études secondaires et puis commencer les études universitaires pour que le domaine scientifique, le domaine des STEM, soit parmi les carrières les carrières de choix parmi les jeunes Congolais. En ce qui concerne donc le développement euh, local, le développement de notre pays, la science, elle est très importante parce que c'est seulement avec le développement scientifique, avec le développement de la recherche scientifique, qu'on pourra atteindre donc les objectifs des, qu'on appelle les SDG, donc les objectifs de développement donc, durable. Parmi les scientifiques donc, de l'Académie, ils, ils ont des reconnaissances, pas seulement au niveau national au Congo, mais aussi au niveau international. Donc, je prends l'exemple donc du professeur Lekouye, mais aussi du professeur Vivi Maketa, le professeur Christian Kanga, qui ont reçu donc la reconnaissance scientifique sur le plan international à cause donc de leurs travaux scientifiques excellents. Vous pouvez donc contacter l'Académie à travers les réseaux sociaux, mais aussi il y a un site web donc, qui est actif. Donc, vous pouvez aussi contacter à travers l'email qui est aussi actif. Euh, donc, je m'arrête là pour la présentation de l'Académie. Je vais faire une petite introduction de notre orateur du jour euh, qui va nous parler de la recherche sur la biodiversité des eaux douces d'Afrique centrale, état de lieu et perspective. Le professeur Wembo Deyo Oscar
a obtenu donc son diplôme de licence en hydrobiologie à l'université de Kisangani. Puis, il a fait son master en gestion de l'environnement aquatique à l'université de Burundi. Et enfin, il a fait son doctorat en mode sandwich à Justus Liebig Universität Gießen, ici en Allemagne, mais aussi donc parce que c'était un sandwich programme. Et il a aussi fait donc une partie de son doctorat à Mbarara University of Science and Technology en Ouganda. Actuellement, il est professeur et il est chercheur et enseignant, directeur du centre de recherche de l'université officielle de Rwenzori à Butembo en RDC. Il est membre donc de l'Académie des sciences et jeunes de la République démocratique du Congo. Il est aussi membre de African Center for Aquatic Research and Education. Il est également membre de Africa IDN Group, AEG. Il est directeur du Centre de recherche des études des eaux douces d'Afrique centrale, CRED. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques, des articles publiés dans des journaux à haut impact. Prière de consulter son profil donc sur ResearchGate, Google Scholar, Khan ou Academia pour en savoir plus sur ses publications. Professeur Oscar, je vous donne la parole pour votre présentation. Bon, chers tous, je vous salue. Je sais que vous êtes en train de me suivre. J'ai un sérieux problème avec ma connexion. Je ne sais pas aller avec toutes les choses au même moment. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Je préfère demander à notre présidente de me supporter pour la situation aujourd'hui. Je vais partager notre présentation peut-être après par le mail parce que la connexion me fait défaut. Je ne sais pas télécharger. Je pensais envoyer ça dans le mail de mon frère Serge, docteur Serge, mais ça n'a pas tenu. Maintenant, là, je ne sais pas. Je serai en train de parler. Ceux qui vont nous suivre, prière de... Ah, voilà. C'est juste la petite partie qui est passée. Ceux qui vont nous suivre, prière de prendre note. Moi, je vais m'efforcer de dire les choses et puis après, je vais partager la bonne présentation. Parce que là, ce qui est passé, ce n'est que 2 diapos. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi de me supporter pour cette situation. Et puis, je vais les régulariser peut-être juste après la présentation. On va faire un effort de partager à tout celui qui a été présent pour qu'il ait ce que Je parle sur la recherche sur la biodiversité des eaux douces africaines, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Et je vais parler plus sur l'état des lieux et puis je vais parler sur les perspectives. Moi, en tant que chercheur, qu'est-ce que je pense avec toutes les équipes qui sont en contact avec nous, qu'est-ce que nous croyons faire d'ici là. Alors, pour ce qui concerne le content, je pense que nous allons commencer avec une petite introduction, une brève introduction. Et je préférais vraiment venir avec les questions, le questionnement dans tout ce qui est content, à part l'introduction et la conclusion. Qu'est-ce qui est connu? Ça, c'est le deuxième point. Et où en sommes-nous? Et que faut-il faire aujourd'hui et demain? Et puis, une brève conclusion. Alors, ici, je vais, avant de commencer déjà avec l'introduction, je vais
je préfère dire que, vu le temps qu'on m'a offert, je ne saurais pas aller dans les détails pour donner, par exemple, les noms des espèces connues pour le poisson, pour les invertébrés, le plancton et autres. Mais ici, je vais donner dans la globalité. Alors, celui qui sera intéressé pour le débat, discussion, on peut les faire juste comme ça a toujours été, après ces petits moments de présentation. Alors, dans l'introduction, nous disons que il fallait d'abord qu'on essaye de limiter pour tout le monde qu'est-ce qu'on appelle Afrique centrale. Et bien sûr, pour chaque auteur, chaque discipline ou domaine, pour les études différentes, chaque groupe ou chaque école, chaque laboratoire est libre de définir les limites de l'Afrique centrale. Mais pour notre cas, les études qu'on a effectuées, nous avons dit que l'Afrique centrale prend le bassin du fleuve Congo et comme je l'ai dit tantôt, pour les IUCN, ce qu'on appelle en français UCN, Union internationale de conservation de la nature, si je ne me trompe pas, ils ont délimité ça en enlevant la partie des Grands Lacs. Mais pour nos études et nos recherches, nous avons pris le lac Tanganyika, nous avons pris le lac Albert, nous avons pris le lac Édouard, nous avons pris aussi le lac Kivu, nous les avons mis dans ce que nous appelons ici Afrique centrale. Alors, vous allez comprendre que ces grandes forêts et cette partie-là couverte par le bassin du fleuve Congo, avec une petite portion de ce que nous appelons le bassin du fleuve Nil, parce que si vous voyez, malheureusement, je ne sais pas vous faire voir le map, je suis désolé pour ça, on devait voir une ligne de partage entre les deux bassins, qu'on appelle le bassin du fleuve Congo et le bassin du fleuve Nil, et à l'intérieur, là, c'est cette partie-là que nous appelons l'Afrique centrale dans notre cas. Alors, mais ici, on va aussi essayer un peu de donner une lumière sur ce que nous appelons la recherche. Nous appelons ici la recherche dans les eaux douces ou sur les eaux douces. Ici, nous appelons toutes les études sur le poisson, la recherche faite sur les invertébrés, les macro, le micro, invertébrés aquatiques. Nous appelons ici la limnologie, c'est-à-dire voir le facteur physico-chimique et biologique et leurs interactions dans le milieu aquatique. Nous appelons ça aussi les études ou les études des eaux douces. Et à part ça, la fluctuation des niveaux limites des eaux, nous appelons ça aussi les études aquatiques. Les études sur le plancton, si vous allez vouloir bien qu'on essaie un peu de diversifier, nous appelons ça aussi les études aquatiques. Les études sur la qualité biologique, il y a certaines personnes qui associent ça aussi avec la qualité microbiologique, physico-chimique des eaux. On appelle ça la recherche sur les eaux douces. Et comme on a déjà limité notre Afrique centrale, donc en parlant déjà de la recherche sur la biodiversité des eaux douces d'Afrique centrale, nous voulons seulement dire que nous parlons de l'état des lieux du niveau actuel de la connaissance sur le poisson, les invertébrés, la limnologie, le plancton, alors des eaux douces d'Afrique centrale, et projeter quelques pensées sur l'amélioration de cette recherche-là, ça, ou amener ça encore, cette recherche dans les niveaux un peu élevés. Alors, ici, si j'aurais voulu répondre à une question, c'est une question que je me suis posée moi-même ou quelqu'un d'autre peut me poser, je vais dire que voilà, cette idée est partie comment, on a commencé par quoi,
Qu'est-ce qui nous a poussé à aller vers ces sujets, cette thématique? C'est encore quand on était en train de faire notre thèse, c'est depuis 2016, 17, 18, comme on avait fini en 2019. On était en train de travailler sur le mollusque aquatique des eaux douces d'Afrique centrale. Et on s'était fixé, en fait, dans cette thèse-là, 3 grands objectifs. Et le premier, on avait sélectionné quelques taxa, quelques groupes de mollusques aquatiques. Et on voulait étudier leur biodiversité, l'état de leur habitat dans le milieu aquatique. Et dans cet objectif-là, le premier objectif, on voyait aussi quelle était l'influence des espèces invasives dans la communauté autochtone d'un système aquatique. Et aussi, nous nous sommes dit que voilà, qu'on essaye d'amener les nouvelles méthodologies d'identification. Ici, on a utilisé, par exemple, ce qu'on appelle l'identification à partir des analyses moléculaires à partir de l'ADN pour voir est-ce que l'identification par comparaison que nous avons toujours fait, comparaison de photos et l'identification en utilisant les ADN, ça va donner la même chose ou il y aura une différence. Voilà, ça c'était le premier objectif où nous sommes fixés avec les sous-objectifs, tout ça. Le deuxième objectif, c'est nous nous sommes dit, voilà qu'on essaye de tracer, de répondre à une question qui est tellement ancienne. Cette question-là, c'est autour du lac Tanganyika et le fleuve Congo. On se disait entre les deux qui avaient peuplé l'autre. Parce que selon les théories, il y a des auteurs qui disent qu'à un moment donné, ce sont les eaux du fleuve Congo qui coulaient vers le lac Tanganyika. Et les autres disent que voilà, il y a cette affinité entre les espèces du lac Tanganyika avec les espèces qui sont dans le fleuve Congo. Et d'autres disent que, partent même plus loin pour dire que dans les bassins d'une rivière qui est vers la Tanzanie qu'on appelle Malagarasi, les espèces qui vivent sont pareilles, sont le même, avec de grandes ressemblances avec les espèces qui sont dans le fleuve Congo. Alors qu'au milieu, il y a le lac Tanganyika, il y a la rivière Lukuga, et il y a même des rapides ou des cataractes qui pouvaient empêcher ces espèces-là de traverser. Alors, on voulait répondre à la question de savoir entre les deux qui avaient peuplé l'autre. Et troisièmement, maintenant, le troisième objectif, on voulait répondre, voir quels sont en fait les impacts de la présence de cataractes et de rapides dans les systèmes fluviaux et qui pouvaient influencer, par exemple, les différentes mutations génétiques ou spéciations. Alors, pour faire simple, c'est-à-dire qui pouvait mener une espèce vers une autre espèce, c'est-à-dire d'une espèce mère vers une autre espèce fille, mais avec des différences du point de vue génétique. Alors, en voulant répondre à ces questions-là, à ces objectifs-là, atteindre ce que nous sommes fixés comme objectif au départ, en voulant aller jusqu'au bout, nous nous sommes rendus compte qu'on découvrait d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Pas seulement sur le mollusque, mais sur tout ce qu'on appelle la biodiversité, dans les eaux douces et surtout dans notre milieu d'études qu'on appelle l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que même après 100 bonnes années des études sur les milieux aquatiques, mais l'Afrique centrale, ici, le bassin du fleuve Congo, reste sombre. L'Afrique centrale n'est pas connue. La biodiversité n'est pas étudiée. Voilà, nous avons compris que même quand vous voulez faire, par exemple, des études phylogénétiques, la biogéographie, des études biogéographiques,
Quand vous cherchez à relier les autres coins d'Afrique, ça donne, mais arrivé au niveau de l'Afrique centrale, il y avait comme ce que nous appelons ici le noir. Ça ne permettait pas à aller au bout parce que la partie là n'était pas connue. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Ici, je ne donne pas la finalité par rapport à ma thèse, je donne la finalité qui nous a poussé à aller vers ce que nous sommes en train de présenter. Qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que il est difficile, en fait, qu'on puisse comprendre aujourd'hui l'histoire évolutive, l'écologie, la biogéographie des espèces, de la biodiversité des eaux douces d'Afrique centrale. Il était difficile parce que les données n'étaient pas là et il y avait une forme, je ne peux pas dire négligence, c'est un peu fort, mais supporter que je le dise dans un sens, il y avait comme si les gens ne s'intéressaient pas à cette partie-là du point de vue éthique. Voilà, c'est à cause de ça que nous avons dit, voilà, après notre thèse, nous allons nous y mettre pour voir comment comprendre ce qui se passe autour de cette large partie et la partie qui est tellement biodiversifiée. Mais bon, les chercheurs ne s'en donnent pas pour trouver avoir cette connaissance-là. Voilà. C'est à partir de là que nous sommes posés cette question, pardon, qu'est-ce qui est connu? Jusque-là, qu'est-ce qu'on connaît? Je suis désolé, je ne sais pas vous présenter cela, mais si je pouvais vous les présenter, vous allez voir que j'ai mis 3 maps, 3 cartes, produites par Union internationale de conservation de la nature. Je ne sais pas si c'est ça les beaux mots de IUCN en français. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon, nous comprenons quand même. Alors, quand ils ont représenté, par exemple, la diversité de poissons d'Afrique centrale, quand vous aurez à voir ces maps-là, vous allez voir que cette diversité est élevée surtout dans le Taloueng ou dans les chenals du fleuve Congo. Parce qu'ils ont donné les différentes colorations en fixant les nombres des espèces. Maintenant, dans les Taloueng, dans le chenal du fleuve Congo, la diversité est tellement élevée. Le nombre des espèces est tellement élevé. De même pour les invertébrés en général et pour les mollusques, on a montré même que dans la partie du lac Tanganyika, il est possible qu'on trouve 50 espèces différentes. Et pour le poisson, dans le Taloueng, dans le chenal du fleuve Congo, il est même possible, on a parlé de 80 d'espèces possibles à retrouver et vers même le 200 et quelques. Et arrivé ici pour le mollusque et les autres invertébrés, mélangés ensemble, dans le chenal du fleuve Congo et les lacs, ils sont allés vers 60 d'espèces. Mais si vous regardez en réalité ce que nous connaissons, on n'arrive pas à confirmer cette connaissance avec des espèces physiques visibles comme ça dans nos laboratoires ou dans nos études. C'est pour cette raison, qu'est-ce qui est connu? Pour chercher à répondre à cela, nous avons dit ceci. Aujourd'hui, par exemple, il y a des études qui se font sur le poisson. Là, je parle de poissons. Quand vous allez dans les lacs Tanganyika, les poissons sont tellement étudiés parce que ce lac-là attire beaucoup plus de chercheurs. Mais quand vous venez dans d'autres zones, par exemple, vous prenez la région de Kisangani, vous allez trouver que la partie là est tellement aussi étudiée. Mais si vous allez vers un peu en amont, Kindu, vous montez vers la source du fleuve Congo, vous descendez un peu vers le Poul Malebo ou la partie du milieu vers l'Équateur, vous trouvez que les études ne sont pas nombreuses à ce point-là. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre que la systématique, ici je parle de la systématique de la connaissance vraie, parce que je vais donner la bonne raison pourquoi j'ai dit c'est underexplored, c'est-à-dire moins étudié. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que plus tard, je vais vous montrer que quand on applique, par exemple, la systématique en utilisant l'ADN ou les ADN des espèces,
vous allez voir que ça donne 2 fois, d'ailleurs plusieurs fois, des résultats qui sont différents des résultats qu'on utilise avec notre système, notre ancien système de comparaison morphologique ou de mesurage. Vous voyez? Alors, quand nous regardons cette répartition de publications, nous trouvons que les études ne sont pas faites dans plusieurs parties de l'Afrique centrale et ça fait que en totalisant les publications et la connaissance est moins de 40% jusqu'à aujourd'hui sur ce qu'on devait connaître de poissons dans cette partie de l'Afrique. Alors, si je prenais vite, parce qu'il faut que je cours aussi derrière les temps, j'avance. Si je prenais par exemple les mollusques, je prends les mollusques parce que c'est un groupe que moi-même j'ai étudié beaucoup. Les mollusques, il y a un article qui est publié d'ailleurs récemment, je pense 2023, où on a synthétisé toutes les publications d'Afrique sur les mollusques. On vous dit que dans les premières 50 années, c'est-à-dire de 1757 à 1800, il n'y avait que 0,1% de publications sur le mollusque. Et quand on vient de 1800 à 1850, c'est presque 0% de publications. Et de 1851 à 1900, il n'y a que 3,3% de publications. Et vous prenez à partir de 1901 à 1950, c'est 3,5% de publications. Et si vous allez maintenant de 1951 à 2000, vous avez 48,7%. Et dans les dernières 23 années, passées de 2001 à 2024, on a retrouvé 44,3% de publications. C'est-à-dire, si vous regardez bien, il y a quand même cette évolution-là où les gens commencent à s'intéresser à ces mollusques. Et quand on a posé la question de savoir pourquoi ils s'intéressent, ici, je vais rallier l'autre domaine des gens qui font le domaine médical. Vous allez voir que la plupart des gens s'intéressent aux mollusques parce que seulement ces mollusques-là sont des ondes intermédiaires des schistosomes, des schistosomiases. Ouais. Alors, ils partent étudier les mollusques, pas pour les connaître dans le vrai sens biologique, mais ils veulent seulement comprendre comment est la chaîne de transmission, peut-être pour lutter contre cette maladie-là. C'est ce qui a fait que ce taux-là, ce pourcentage-là, puisse être augmenté. Vous voyez? Mais quand on prend, par exemple, l'ensemble des invertébrés, parce qu'ici, comme je dis, je n'irai pas en détail, il y a les éponges, par exemple, qui nous aident à filtrer l'eau. Il n'y a même pas, je vous dis sincèrement, il n'y a aucun spécialiste africain sur les éponges. Il n'y a aucun spécialiste africain, par exemple, sur le sangsue. Il n'y a aucun africain spécialiste, par exemple, sur les larves de libellules, sur les larves de coléoptères. Il n'y a pas de spécialistes dans ce domaine-là. Il y a toujours des généralistes. Moi-même, je suis spécialiste de mollusques. Oui, mais bon, je ne m'intéresse pas aux autres invertébrés comme je m'intéresse aux mollusques. Maintenant, j'ai commencé avec un petit intérêt sur les éponges, mais c'est pas encore, je ne suis pas encore jusque-là spécialiste. Donc, vous voyez que si on considère les invertébrés, on dit en général, il y a moins de 4% de publications sur les genres ou les familles des macro-invertébrés aquatiques dans cette partie d'Afrique centrale. Donc, automatiquement, nous disons qu'il n'y a pas grand-chose de connu sur la biodiversité de l'Afrique centrale. Ceci nous mène maintenant à répondre à une question. Que faut-il faire aujourd'hui et demain? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais répondre en disant que voilà, premièrement, nous devons saisir ces 4 grands problèmes. Le premier problème, c'est quoi? Dans l'ensemble des données que nous avons aujourd'hui, il y a, nous considérons que c'est environ 90% de ces données-là qui sont des données historiques.
Et ces données-là n'ont jamais été confirmées par de nouvelles recherches. Je suis membre d'une équipe de IUCN sur les Lost Species. On avait fait même des workshops, on avait déjà soumis nos projets pour qu'on commence à chercher les espèces disparues dans le milieu aquatique, des espèces qu'on a publiées par exemple en 1707, en 1800 quelques, et qui n'ont jamais plus fait objet d'une publication dans le monde. On ne sait même pas les retrouver, on n'a que des anciennes localités où le Belge ou les Américains, les Anglais les ont cherchés. Et quand on a essayé de comparer, c'est seulement dans la partie ici, Afrique centrale, où on a trouvé un grand nombre de lost species. Des données existent, par exemple, dans le musée des Tervuren, dans d'autres musées en Europe, en Amérique. Vous pouvez trouver des données, des espèces, des échantillons. Mais ces échantillons-là datent, ce sont des données historiques qu'on ne sait pas confirmer leur existence. Est-ce qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils sont toujours là? On ne sait pas. Deuxième problème, c'est la croissance de villes et de petites villes, même localités citées dans le bassin versant, par exemple du fleuve Congo, des lacs que nous avons cités dans la partie ici d'Afrique centrale. Et vous savez vous-même que quand une ville est en croissance, cela se traduit par une croissance démographique qui se traduira aussi par l'accroissement des activités anthropiques. Et comme les talouettes, les chenals de nos systèmes aquatiques se trouvent toujours dans des basses altitudes, c'est ce qui fait que tout l'eau qu'on produit, par exemple, dans nos ménages, dans nos industries, coule, soit s'infiltre et finalement se déverse toujours dans ces écosystèmes-là. Et ces activités-là, et ces eaux-là, ces déchets solides-là, arrivent à changer la composition physique et chimique de ces écosystèmes-là. Et nous savons tous que ces invertébrés, en rapport avec leur sensibilité à la pollution, nous trouvons des groupes. Il y a ceux qui tolèrent la pollution et il y a ceux qui ne tolèrent pas. Et ceux qui ne tolèrent pas, dès qu'il y a changement, cela se traduira par leur disparition. Parce que, pourquoi la disparition? En faisant ma thèse, j'avais conclu qu'une espèce comme un gastéropode, il ne se déplace qu'un seul kilomètre toute l'année. Il ne sait pas aller au-delà. Il ne peut que se déplacer 1 kilomètre pendant une année. Une espèce comme des bivalves, par exemple, il ne se déplace que 0,5 km toute l'année. Automatiquement, quand il y a pollution, ils n'ont pas cette capacité de se déplacer, d'aller au loin. Et quand il y a pollution, ils sont voués à disparaître parce qu'ils sont tellement sensibles. Vous voyez? Ça, c'est deux. Troisième problème, ce sont les espèces invasives qui arrivent à modifier la structure des communautés et même leur composition. Et les effets, nous savons tous l'écologie, ceux qui ont eu la chance d'étudier, je ne donne pas ces cours-là, mais les effets de ces espèces-là modifient même les espèces autochtones, provoquent même, si vous pouvez me supporter, des mutations génétiques qui font que, voilà, telle espèce change et devient une autre espèce. Et les trois là, si je peux les résumer, je vais dire que le fait qu'il y a ces trois problèmes que j'ai cités, il est possible qu'on se réveille pour commencer à faire des études pendant qu'il y a un grand nombre d'espèces qui ont disparu. C'est-à-dire qui n'ont même pas une histoire, qui n'ont même pas une description, qui ne sont pas connues. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Je suis ici, je vais refaire encore ce terrain-là. Je suis en train de chercher, je m'excuse, j'ai traduit le mot hunting par chasser. Je suis en train de vouloir retrouver une espèce dont les rapides juste vers Mimosa, à côté de ces îles-là, qu'on avait décrit depuis 1921. Et je suis déjà venu à Kinshasa plus de 7 fois, je ne les retrouve pas. Donc, automatiquement, à la fin des comptes, quand je serai à la fin de mon temps de recherche, je peux conclure que l'espèce là n'est plus trouvable dans cet endroit.
Je connais la rivière Aruimi qui a été à l'intervalle de 6 ans seulement. On a trouvé qu'il n'y a plus de mollusques. Les gens sont partis là-bas en 2010. Ils ont récolté des mollusques. Moi, je pars dans le même endroit avec les coordonnées géographiques. En 2016, je récolte. Il n'y a pas de mollusques. Je ne trouve rien. Je trouve seulement un banc de sable. Les rocs sont déjà couverts par des sables et les mollusques n'existent plus. Automatiquement, nous disons que si rien ne fait, on risque de se voir ne pas avoir l'histoire de ces espèces-là et ils vont disparaître, on ne les connaîtra plus. Alors, à part ça, maintenant vient le dernier problème ici pour motiver les chercheurs. Nous disons que l'identification se basant sur la morphologie, aujourd'hui, on peut dire que c'est déjà révolu, dépassé. On tend maintenant vers l'identification à partir de l'ADN, des protéines, ce qui semble être un peu correct que notre ancienne méthode d'identification. Donc, en publiant mon article sur les premiers objectifs, j'avais pris une espèce qu'on appelle Etheria elliptica, qui se retrouvait dans les toits courts du fleuve Congo. Et avant, on l'avait décrit comme une seule espèce partout. Mais quand nous avons appliqué des techniques actuelles, utilisé l'ADN pour identifier avec cette espèce-là, nous nous sommes rendus compte à la fin qu'on avait 3 espèces différentes. Donc, je vais dire ici que appliquer de nouvelles méthodologies pour identifier ces espèces-là peut nous amener à revoir encore même les listes connues des espèces ou de la biodiversité, même connues par l'IUCN. Peut nous aider à connaître encore davantage ce que nous avons, mais cette fois-ci avec précision. Vous voyez? Ou soit, ça peut changer de réalité pour nous dire que voilà, ici, on disait que c'est une autre espèce, mais c'est la même espèce avec quelle espèce que nous connaissons déjà d'avance. Donc, les 4 problèmes nous poussent à réfléchir sur ce que nous devons maintenant faire. Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Ici, nous disons que, premièrement, nous devons changer les rythmes sur la recherche scientifique aquatique. C'est-à-dire, nous devons mobiliser, sensibiliser, intéresser les jeunes, intéresser d'autres chercheurs, de nous rejoindre dans cette ligne pour que nous puissions avoir un rythme un peu élevé. Et de dire automatiquement à ceux qui sont déjà en train de travailler dessus, quels que soient les résultats que vous trouvez. Ici, je parle de la taille, que ce soit un petit résultat ou un grand résultat, cherchons à publier. Cherchons à publier parce qu'une publication peut aider à enlever l'obscurité sur quelque chose dans le monde scientifique. Deuxièmement, nous parlons de la consolidation des labos. Nous avons des labos, mais qui ne sont pas avancés. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si on a un seul labo. Je parle ici de notre pays d'abord. Je ne sais pas si on a un seul labo au Congo qui peut arriver à faire l'identification de poissons à base d'ADN ou les mollusques ou les autres invertébrés. Je ne sais pas, je me réserve parce que moi-même, avec un groupe de chercheurs qui sont avec nous, nous sommes en train de vouloir monter ces labos-là. Nous espérons que d'ici 2026, on sera déjà capable de faire ces analyses-là. Et même, bon, je disais que consolidons en fait nos labos. Et si les chercheurs sont ici, faisons notre effort d'écrire des projets, solliciter plus de matériel de l'extérieur pour que nous les ayons chez nous. Et ceci va nous aider à faire avancer cette recherche aquatique. Alors, troisièmement, c'est le financement, parce qu'on peut avoir un labo, on peut avoir des bonnes idées sur la recherche, mais si on n'est pas financé, on est bloqué. On ne sait pas avancer, on ne sait pas descendre sur le terrain, on ne sait pas faire des recherches.
C'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'on voie. Ici, heureusement, Madame la Présidente, selon le français, le président, voilà, est avec nous, parce que c'est encore un débat en français jusque-là. J'avais considéré si on parle de la présidente ou du président. Voilà. Est en train de nous suivre. Nous devons avoir des lobbying auprès de notre gouvernement et aussi des partenaires qui viendront de l'extérieur pour voir comment on peut arriver à influencer qu'on augmente un peu les taux, vous voyez, dans le budget qu'ils ont toujours publié, et qu'on voit comment encourager les chercheurs, surtout dans des domaines qui semblent être négligents. Vous voyez, même chez nous, dans notre académie, si vous regardez bien, c'est plus de topics sur la santé, sur ceci, mais des topics en rapport avec les invertébrés et autres, c'est tellement rare. Et même si on regarde les profs, ils ne sont pas tellement nombreux. Donc, jusque-là, c'est comme si ces côtés-là est négligé et ça n'attire pas beaucoup de gens. C'est pour cela qu'on doit quand même influencer et demander des financements dans ce secteur-là pour que ça puisse attirer beaucoup plus de chercheurs. À part ça, il y a la capacitation. Premièrement, capacitation, je parlais de collaboration. Collaboration d'abord entre nous-mêmes, interuniversitaires, donc interlabo, intercentre, les gens de Kisangani avec des de Bukavu, de Kinshasa, Lubumbashi, ceux qui sont dans ces domaines-là, mais aussi avec ce qu'on a toujours dit, je ne sais pas définir ça, ne me posez pas une question là-dessus, cette collaboration nord-sud, voilà, je ne sais pas qui est nord, qui est sud. Il y a toujours des débats scientifiques et beaucoup de polémiques autour de ça. Certains disent que l'Afrique est au nord, d'autres disent l'Europe, tout ça. Et même aujourd'hui, il y a un débat qui vient de se réveiller sur la taille de ces continents. Bon, cette collaboration nord-sud, très importante, et aussi des formations. Et si on arrive à faire ça, ces labos peuvent influencer l'autre labo, relever les niveaux et pousser qu'ils puissent travailler encore davantage. Il y a ce qu'on appelle encore ici mise en valeur de nos résultats. Je l'ai dit en passant, qu'on ne néglige pas, qu'on prenne même le mémoire de nos étudiants de licence, qu'on essaie un peu de publier. Si on est sûr que nous avons très bien identifié, on peut les publier pour que ça nous donne, ça puisse informer le monde sur la présence de l'espèce que vous avez étudiée ou de l'espèce que vous avez découverte. Et à part ça, il y a ce que j'ai dit, ce lobbying-là avec le ministère, et parce que je regardais les pourcentages sur la recherche, je vous dis, c'est zéro. C'est zéro. Récemment, je parlais avec la présidente. Malheureusement, j'ai oublié de l'inviter dans les meetings qu'on avait organisés pour que je présente au niveau des Munich. Et il y a même l'espèce comme l'Issiole, une espèce qui, pendant la nuit, donne un peu de lumière, comme des jets de lumière là. Il s'allume, il s'éteint, il allume, il s'éteint. Et après, vous allez comprendre qu'il y a même des spécialistes de ça en Europe qui m'ont posé des questions s'il y a combien d'espèces de lucioles chez nous au Congo. J'ai dit, depuis que j'étais tout jeune, je voyais ces espèces-là, je les vois toujours, mais je ne sais pas s'il y a 2 ou 3, 4, 5 espèces, mais bon, voilà, ils sont là, mais il n'y a aucun spécialiste. Donc, on a besoin de faire un effort dans ce sens-là pour motiver, encourager, arriver à lever notre zone dans l'ombre afin qu'on soit aussi visible et parce que j'ai toujours dit qu'on ne saura pas conserver si on ne connaît pas ce qu'on doit conserver. On ne peut pas conserver si on ne connaît pas ce qu'on doit conserver. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous allons dire? Nous disons que oui, il est vrai que nous ne pouvons pas négliger ce qui est fait jusque-là. Il y a des avancées par-ci, par-là. On ne néglige pas ce que
la faculté de sciences de Kisangani, de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, ailleurs, Butembo, ils sont en train de faire. Nous comprenons ils sont en train de travailler selon les capacités et les moyens qu'ils ont à bord. Mais je crois que nous devons encore faire mieux. Alors, je dis encore que nous avons besoin de faire beaucoup de recherches encore, surtout aller dans des zones qui n'ont jamais été visitées. Ici, je vais vous faire étonner que les Anglais, les Américains, les Belges qui sont passés chez nous au Congo, ils ne sont pas allés dans des zones qu'on appelle deep zones, par exemple, dans des zones intérieures vraiment, parce qu'ils utilisaient les routes. Ils se sont arrêtés seulement dans des zones accessibles et des fois, ils achetaient des trucs au marché pour confirmer qu'il y a telle espèce, telle autre espèce. Mais en réalité, il y a une grande partie du Congo qui n'a jamais été visitée et nous devons faire cet effort-là. Ici, je reviens sur mon propre pays. Et je répète encore, essayons de faire un effort d'aller vers les nouvelles méthodes d'identification, qu'on ne reste pas là. Et c'est pour ça que j'ai dit, faisons un effort d'avoir des collaborations avec des laboratoires européens, américains, anglais, pour qu'on ait accès à cette identification à base d'ADN pour qu'on arrive à avoir une liste exacte de nos espèces. On peut avoir des projets, on peut avoir des idées, mais bon, comme on n'a pas encore de matos, qu'on fasse un effort d'avoir ces collaborations-là pour qu'on essaie un peu d'avancer. Voilà. Et je crois bien qu'il y a des publications quand on va faire le partage de ces PowerPoint. Il y a des publications que j'ai mis et tout ce qu'on a dit est tiré d'une publication et vous aurez le temps de les lire. Et je suis désolé encore une fois. Alors, nous remercions notre académie, premièrement, pour avoir accepté que nous puissions présenter. Nous remercions notre association AKEA. Nous remercions l'Université Kisangani, l'université officielle de Rwenzori, qui est mon université. L'Université de Kisangani, ici, on travaille avec les labos d'hydrobiologie. Je suis comme expert et technicien depuis un long moment. Je remercie aussi Tiwas qui nous a aidés pour le financement quelque part. Nous remercions aussi DFG pour avoir financé notre déplacement à Munich et pour raisonner avec d'autres chercheurs européens autour de différents axes sur la recherche de la biodiversité des eaux douces d'Afrique centrale, surtout de notre bassin du Congo. Et je pense que ceux qui sont de ces domaines-là, je prierais qu'on garde contact parce que si quelque chose arrivait à sourire, nous ne manquerons pas de nous mettre tous en collaboration pour qu'on puisse travailler directement et deeply dans ces domaines-là, dans la recherche de la biodiversité des eaux douces. Et je suis en train de remercier toute l'équipe du centre de l'IOR et de notre centre CRIT, centre de recherche des études des eaux douces d'Afrique centrale. Et merci et très flatté par notre modérateur et nous le remercions aussi. Ok, merci, merci bien pour la présentation. Je pense que nous avons encore quelques minutes peut-être pour des questions. Si quelqu'un a une question, il peut juste se manifester et puis la poser. Je disais merci de votre attention. Et la connexion de Kinshasa ici, c'est compliqué. Merci vraiment. OK. Oui, donc si quelqu'un a une question, il peut la poser. Il peut juste se manifester et puis poser la question.
S'il n'y a personne, bon, moi j'ai une question. Oui, prof Oscar, merci beaucoup pour cette présentation. Bon, je sais très bien que bon, notre région, bon, de l'Afrique centrale, bon, quand on parle de l'Afrique centrale, moi je vois d'abord le Congo RDC parce que c'est ça le centre de l'Afrique. Euh, je sais très bien que c'est une boîte noire en ce qui concerne donc les études de biodiversité dans le milieu aquatique. Bon, moi, je suis aussi aquatique écologiste. Bon, je travaille sur le microalgues. Euh, bon, le constat que moi j'ai fait, c'est ce n'est pas intéressant d'abord parce que euh, on est en 2025, donc c'est plus de, je ne sais pas, 60 ans après l'indépendance. Mais quand vous regardez la bibliographie, c'est comme s'il y a eu beaucoup plus d'études à l'époque coloniale qu'après l'indépendance. Donc moi, bon, j'ai toujours eu ce sentiment-là de dire qu'il y a eu beaucoup plus de négligence de notre part en tant que Congolais pour chercher à connaître d'abord ce que nous avons comme biodiversité. Parce que, bon, vous avez dit dans votre conclusion qu'on doit d'abord savoir ce qu'on a avant de penser même à conserver cela. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on a, comment on va chercher à conserver? Donc, on doit faire des inventaires et ces inventaires-là devaient être faits par nos institutions, les universités, et puis, bon, comme nous avons aussi l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui est là, mais moi, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font comme travail. Ce n'est pas seulement protéger les parcs nationaux, mais ils doivent savoir quand même, ils doivent avoir des inventaires de tout ce que nous avons. Mais vous êtes professeur aujourd'hui dans nos universités et vous travaillez avec les moyens que vous avez. Bon, ma question est de savoir qu'est-ce que vous faites jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour amener le jeune Congolais à aussi travailler. Bon, vous avez eu cette chance peut-être de faire votre doctorat en dehors du Congo, et, mais vous travaillez sur place. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour encourager le jeune Congolais à embrasser les domaines, les études donc dans ces domaines-là de biodiversité aquatique? Bon, si vous me permettez de répondre directement, Oui, euh, aujourd'hui, j'ai quand même une grande équipe dans ces domaines-là, euh, presque éparpillée dans 3 ou 4 villes, Kisangani, Bunia, Goma et Bukavu. Et ces jeunes-là ont été attirés par, c'est comme j'avais dit, pendant que je faisais la thèse, et même après avoir fini avec ma thèse, je faisais un effort d'associer ces jeunes-là dans le petit projet que j'ai gagné. Même si je gagne un projet de 2 000, 3 000 $, je les prenais, je définissais avec eux des sujets de leur recherche au niveau de mémoire, mémoire de licence ou master, tout ça, pour qu'ils travaillent. Et je leur confiais deux fois des petites sommes de terrain, de ceci, pour qu'on arrive à produire ces résultats-là. Mais nous-mêmes, nous étions aussi limités à un moment donné parce qu'on ne savait pas aller plus loin. Par exemple, on ne savait pas faire des analyses moléculaires. Et on était obligé de s'arrêter quelque part en cours de route. Et voilà. Mais aujourd'hui, on est en train de sensibiliser. On est en train de sensibiliser. Ce n'était pas facile que j'accepte d'ailleurs d'animer cette conférence.
Mais comme je trouvais qu'il y a de ces jeunes-là qui viennent des fois nous suivre, et j'ai dit, voilà, je peux aussi utiliser notre académie pour sensibiliser. On a besoin parce que vraiment, comme vous venez de dire que c'est un trou noir, il n'y a rien et beaucoup de gens négligent surtout ce qui est aquatique. Ils prennent toujours ce petit aspect de l'eau parce qu'ils vont boire, ils vont faire ceci. Vous voyez, même si je n'ai pas voulu mettre ça, si je prenais, par exemple, le niveau de connaissance de nos wetlands, de nos zones humides, et vous allez voir que c'est aussi négligé. Les gens trouvent ça comme si ce sont des zones insalubres et ils préfèrent construire des maisons là-dessus, mais les conséquences que nous avons, il y a des inondations partout. Alors, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas des gens qui doivent étudier ces milieux-là et donner des théories, publier des résultats pour que les décideurs puissent avoir des arguments solides afin de fixer leurs décisions pour que le peuple ne se retrouve pas dans des situations difficiles. Alors, vous m'avez dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit encore, j'ai continué à sensibiliser, j'ai continué à intéresser les jeunes, j'ai continué à les associer dans tout ce que nous avons comme projet et aujourd'hui, nous avons une petite équipe. Mais j'aurais aimé avoir ces équipes-là un peu partout au Congo pour que les études se fassent dans tous les coins de notre pays. Voilà. OK. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question?